Avant de commencer la rencontre et de la présenter, je voudrais dire quelques mots sur le décès d'un de nos amis, un ami de la liberté, mais un ami aussi tout court. Je parle de Jean-François Théaldi, dont le décès nous a été annoncé hier, et qui était un ami de la liberté, qui a participé plusieurs fois à des rencontres que nous avons organisées. Et c'était quelqu'un de très ouvert et de très tolérant. De lui, Stéphanie Gaziglier-Garni, ce matin aujourd'hui, écrit « Jean-François Théaldi est décédé à l'âge de 73 ans. Jean-François Théaldi aimait son métier, passionnément, à la folie, comme il aimait les gens, tous, même ceux qui avaient le mauvais goût de ne pas être de gauche comme lui. » C'est un très bel hommage. Et je n'en veux pour preuve qu'une chose, c'est que la dernière fois qu'il est venu ici, qu'il a participé à une rencontre, c'était avec, je vous donne en mille, M. Toubon. Ouais. Et ils se sont affrontés dans un discours, dans un échange très courtois et en même temps très ferme, sur les droits, sur la défense des droits, puisque Toubon était venu pour parler de sa charge de défenseur des droits. Voilà, donc je tenais à préciser cela, et comme il y a la télévision ce soir, ça se passera sur les ondes. Voilà, cela dit, donc je vous présente Thomas Jaubert, qui va nous parler, c'est écrit au tableau, de la France en faillite, point d'interrogation. Quand j'ai contacté M. Jaubert en novembre, octobre ou novembre, la dette faisait la une de tous les journaux, puisqu'on préparait un budget introuvable, etc. Aujourd'hui, elle continue à être d'actualité, et les dernières décisions européennes ne font que rendre le problème un peu plus actuel. Voilà. Donc je lui laisse la parole, et puis à tout à l'heure pour le... Alors, je précise une chose avant de lui laisser la parole. N'oubliez pas de rallumer vos portables quand vous sortez. Et n'oubliez pas que nous avons peu de subventions et qu'il y a à la sortie une petite caisse, une petite cagnotte pour nous. Voilà. Je lui laisse la parole. Merci beaucoup. Bonsoir. Je vous remercie de m'avoir invité. Et donc, comme le rappelait monsieur tout à l'heure, j'ai été contacté à l'automne dernier. On m'a demandé de faire une conférence sur la dette. Alors la dette, c'est un sujet qui peut être très technique. Je fais des cours à l'université là-dessus. Je saoule les étudiants pendant tout un semestre sur ces problèmes-là. D'accord. Voilà. Voilà. Excusez-moi. Je disais, ça peut être un sujet très technique. C'est un sujet très vaste. Alors là, l'idée, c'est on va rester sur des choses relativement simples, mais qui vont quand même permettre de débattre. Ce que je voudrais vous présenter surtout, ce sont des faits. Parce qu'il y a, derrière le titre, qui est un peu provocateur, il y a un catastrophisme sur, ça y est, c'est la faillite. Je vous ai mis d'ailleurs des vidéos qui apparaissaient à l'époque sur Internet là-dessus. Bon, vous allez voir que la réponse est non. On ne peut pas continuer comme ça c'est une évidence, mais on est encore très loin de la faillite, il y a de la marge. Voilà. Alors, je vous parle, mais si vous voulez m'interrompre parce que vous avez des réflexions, des questions, etc., n'hésitez pas à le faire. Ce n'est pas un problème pour moi. Alors, je vous ai mis un plan de l'intervention. Je vais commencer par vous parler quelques généralités sur la dette publique, et notamment en quoi la dette publique est différente d'une dette d'un ménage ou d'une dette d'une entreprise. Après, on verra que la mesure de la dette, c'est un problème. Alors, c'est aussi quelque chose sur lequel les médias insistent beaucoup, le poids des charges de la dette, les intérêts qu'on doit payer sur la dette. Et on va en parler en montrant les chiffres, mais en montrant que ça peut être un problème, mais ça peut être aussi un avantage. Et puis, on verra aussi, enfin que quand on parle de dette, vous allez voir, la dette publique telle qu'elle est mesurée, ce sont uniquement l'ensemble des passifs, c'est-à-dire l'argent qu'on doit. Mais l'État, effectivement, doit de l'argent, mais l'État a aussi des actifs. Bon, vous
avez tous un certain âge, il y en a qui sont moins jeunes, au bout d'un certain âge, on a remboursé toutes nos dettes, mais quand on est jeune, c'est normal de prendre des crédits et de s'endetter. Et quand on va voir la banque pour faire un point de notre situation, on regarde effectivement ce qu'on doit, mais on regarde aussi le patrimoine qu'on a. Bon, quand on mesure la dette de la France, vous allez voir, on ne regarde que les dettes. On ne regarde pas le patrimoine. Et ce dont on nous parle tous les jours, c'est uniquement le passif, jamais de l'actif. Et justement, je voudrais vous parler de l'actif et vous montrer que on a beaucoup d'actifs en France, et que l'État est, en tout cas la France est un pays riche. Et je vais terminer là-dessus. Voilà. Alors, j'ai commencé par une citation de David Ricardo. La dette souveraine est l'un des plus terribles fléaux jamais inventés pour affliger une nation. Voilà, là tout est dit. Et si on veut continuer, à faire peur. Oh là. Voilà. Excusez-moi. Vous avez des sites internet comme ça, c'est le compteur de la dette en France. On est à plus de 3000 milliards et vous voyez comment ça défile. C'est affolant. C'est une réalité. C'est affolant et les chiffres qui sont là, ce sont des vrais chiffres. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un passif de 48 582 € par habitant au niveau de la dette publique. Tout ça, ce sont des chiffres qui sont réels et on n'a pas à discuter là-dessus, ce sont des vrais chiffres. Mais c'est pas grave. Parce qu'à côté, on aurait pu mettre aussi le compteur de la richesse qui est produite tous les jours en France, et il tourne aussi vite. Bon. Alors je reviens au diaporama. Alors Ricardo disait que c'était un fléau. Moi je vais vous montrer que c'est aussi utile. Alors, quand on fait la liste, je ne vais pas faire la liste des contre, parce que ça, vous l'avez tous les jours dans la presse, on va plutôt faire la liste des pour. Pourquoi est-ce que c'est utile une dette publique? Première chose, ça permet de financer les investissements de l'État. C'est pas négligeable. Deuxième chose, et ça c'est important, on a besoin d'une dette publique pour le fonctionnement des marchés financiers. Quand on va dans une banque pour réaliser un prêt sur 10 ans, comment est-ce que la banque va déterminer le taux d'intérêt auquel il va vous prêter l'argent? Eh bien, on prend le taux d'intérêt sans risque. Et qu'est-ce que c'est qu'un taux d'intérêt sans risque à 10 ans? C'est à combien l'État emprunte. Et après, on va rajouter un risque spécifique qui est le risque qui est sur vous. Alors, à nos âges, quand on emprunte, le gros risque pour la banque, c'est qu'on meurt. Donc, ils nous mettent une assurance qui coûte très cher. Voilà. Sur les plus jeunes, on va regarder est-ce que la personne est en bonne santé, est-ce qu'elle a un haut niveau d'études, est-ce qu'elle a un bon travail, etc. Et à partir de là, on va rajouter la prime de risque. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est si on n'a pas de dette publique, on n'a pas cette norme qui est à combien je prête sans risque. Et donc la banque ne sait pas déterminer un taux d'intérêt auquel elle va prêter l'argent. Donc ça, c'est un premier point qui est vraiment très important. C'est une référence à long terme pour prêter de l'argent. Deuxième chose, je ne sais pas si vous êtes au courant des règles qui encadrent le système financier. Pour les banques, on est sous BAL 3. Pour les compagnies d'assurance, on est sur un système qui s'appelle Solvability 2, Solvabilité 2. Ce sont des règles qui sont imposées aux banques et aux compagnies d'assurance. Et dans ces règles-là, il est prévu que les banques doivent conserver une réserve de liquidité. Alors, il n'y a que dans les films où vous avez des lingots d'or qui sont entreposés dans un coffre. En fait, la réserve de liquidité, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont des actifs sans risque. Et les actifs sans risque, qu'est-ce que c'est? C'est de la dette publique. Et si demain on supprime la dette publique, eh bien, les banques n'auront plus cette possibilité-là et seront obligées, pardon, excusez-moi, et seront obligées de revenir à autre chose. Voilà. Quatrième point qui est important, c'est le problème entre dette publique et dette privée. On maîtrise assez bien les risques qui portent sur la dette publique. C'est assez facile de comprendre quelle est l'exposition d'un État, etc.
À partir du moment où on fait porter une dette par un ensemble de ménages, là c'est beaucoup plus compliqué d'aller mesurer les risques. Je vous donnerai l'exemple tout à l'heure du problème de la dette des étudiants américains, qui est absolument phénoménal, et on n'arrive pas à la mesurer cette dette. Voici, on sait la mesurer, mais on n'arrive pas à mettre des probabilités sur les risques qui portent sur cette dette. Alors que c'est très facile de mettre des probabilités sur les risques qui portent sur la dette publique. D'accord ? Donc la dette publique, elle est beaucoup moins risquée qu'un ensemble de dettes privées. Et dernier point, donc une dette publique extérieure, et ça c'est très important, c'est aussi une reconnaissance internationale pour un État. Et on va prendre un pays dont on parle beaucoup, hein, quand l'URSS est tombé, il s'est éclaté en plusieurs États, dont la Russie, dont l'Ukraine, et il y avait la question, qui est-ce qui va récupérer l'héritage de l'URSS? C'était une question qui était légitime. Est-ce que quelqu'un revendique l'héritage ou pas? Et la Russie a revendiqué l'héritage. Et pour revendiquer l'héritage, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, je reconnais la dette de l'URSS, et donc je m'engage à la payer, mais elle a été jusqu'à reconnaître la dette de la Russie impériale. Et ce qui leur a permis au passage de récupérer la cathédrale russe, qui avant était sous la gestion, on va dire, hein, de l'église orthodoxe grecque, je crois. Voilà. Maintenant, ils l'ont récupéré. Au passage, ils n'ont pas récupéré que la cathédrale russe, ils ont aussi récupéré le droit de veto au Conseil des Nations Unies. Voilà. Mais vous voyez que c'est très important. Hein. Une dette extérieure, à partir du moment où on emprunte de l'argent à un État, on reconnaît que cet État existe. Et en tant qu'économiste, on avait réfléchi à un moment donné hein, au problème de la Palestine, et notamment, à partir du moment où on permet aux Palestiniens d'emprunter sur des marchés financiers, ça veut dire qu'il y a une reconnaissance implicite d'un État, même s'il n'existe pas encore. D'accord ? Donc c'est important cette histoire-là. Voilà, donc une dette publique, hein, c'est pas totalement inutile, hein, ça a aussi des bienfaits. Alors, après, on peut discuter pourquoi est-ce que c'est différent d'une dette d'un ménage ou d'une dette d'une entreprise. Alors, première chose, hein, la durée de vie d'un État est considérée comme infinie. La France ne mourra jamais, voilà, on peut se mettre tous au garde à vous si vous voulez, mais à partir du moment où il n'y a pas une durée de vie finie, il n'y a pas de nécessité de rembourser sa dette, puisqu'on ne meurt jamais. Tout ce qu'il y a besoin de faire, c'est refinancer la dette et payer les intérêts. D'accord ? Et ça, c'est très très important. Parce que contrairement à nous qui devons un jour rembourser, on n'a jamais demandé à l'État français de rembourser. À aucun moment s'est posé la question du remboursement. La seule question qui se pose, c'est est-ce qu'on paye les intérêts? Et est-ce qu'on est capable de se refinancer? Mais personne ne dit la dette publique doit revenir à zéro. Alors que nous, en tant que ménage, on est obligé à un moment donné de rembourser notre dette hein, quand on prend un crédit. Donc, première grande différence. Deuxième différence très importante, l'État décide du montant de son revenu. Et si l'État a envie d'augmenter ses revenus, hein, il peut le faire de manière extrêmement facile, et ça a été beaucoup fait en France, hein, il suffit d'augmenter les impôts. Troisième chose, ce qu'on appelle les dépenses contraintes. On a tous des dépenses contraintes, des dépenses qui sont liées au logement, des dépenses qui sont liées aux assurances, hein, des dépenses qui sont liées aujourd'hui à la téléphonie, etc. C'est tout ce qu'on doit prépayer. L'État a aussi des dépenses contraintes. Le niveau des dépenses contraintes de l'État est beaucoup moins important que celle des ménages. Pour les ménages, on considère que c'est entre 30 et 40% de nos dépenses. Ça, c'est une première chose. Et autre chose, l'État peut très bien, à un moment donné, décider de transférer une partie de ses dépenses contraintes à un autre agent. Les exemples qu'on a aujourd'hui, c'est l'exemple de l'éducation et de la santé. Je ne sais pas si vous avez vu, là, je ne sais même plus qui, mais on a un ministre, je ne
ne sais plus lequel, qui a proposé qu'on passe par une retraite par capitalisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les dépenses de santé, on va aller, c'est plus l'État qui va les payer, ou on va plus cotiser pour les payer, on les donne aux ménages, et ce sont les ménages qui vont payer eux-mêmes leurs dépenses de santé. Quand on dérembourse des médicaments, c'est exactement ce qu'on fait. Donc vous voyez, l'État a la possibilité de faire ça. Micro. Excusez-moi. Vous n'avez pas la possibilité de transférer certaines dépenses qui vous ennuient chez vos voisins. Vous voyez, mais l'avantage de l'État, c'est qu'il peut faire ça. Après, l'État peut financer son déficit par création monétaire. Alors, même si c'est interdit aujourd'hui au niveau de la Banque Centrale Européenne, ce sont des choses qui ont été faites assez souvent dans l'histoire, et c'est quand même un gros pouvoir qu'a l'État. Et dernière chose, l'État a un pouvoir de contrainte, ce qu'on appelle la répression financière. C'est-à-dire que quand l'État émet une dette, il peut aussi obliger des agents économiques à détenir cette dette. C'est des choses qu'on a déjà vues dans l'histoire, et on peut aussi mettre des contraintes réglementaires pour obliger les banques à détenir de la dette. Quand certains pensent que le fait de mettre une réglementation du système bancaire, d'obliger les banques à avoir des fonds de réserve, eh bien ça oblige les banques en fait à détenir des obligations d'État et donc à détenir de la dette. Voilà. Donc vous voyez que la dette d'un État, la dette d'un ménage, la dette d'une entreprise, ce sont des choses qui sont totalement différentes. Mais la raison principale pour laquelle c'est différent, c'est que l'État n'a pas à rembourser sa dette. Il suffit tout simplement de la refinancer et de payer les intérêts. Alors, comment est-ce qu'on mesure une dette publique brute? Alors, je vous ai mis, ici, vous avez une présentation. On va de 2004 jusqu'à 2024. C'est une présentation que j'ai trouvée dans un article du Figaro, où en fait, ici, on vous présente la dette en valeur. Et vous voyez, c'est absolument affolant, parce qu'on part de 1000 milliards d'euros pour arriver à 3000 milliards d'euros. Et donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on peut dire? En 20 ans, plus de 2000 milliards d'euros. Bon. L'intérêt de ce truc, c'est que ça fait peur. Maintenant, quand on ramène la dette en pourcentage du PIB, c'est-à-dire qu'on la ramène à la richesse qui est produite chaque année dans le pays, eh bien vous avez ce graphique qui est ici. Et vous voyez que l'évolution est complètement différente. Et il y a même des moments où ça baisse. Mais bon, donc il faut faire attention à la manière dont on va présenter les choses. Présenter une dette en valeur, ça n'a aucun intérêt, ça n'a aucun sens. En revanche, la présenter en pourcentage du PIB, si on est à 100%, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va falloir utiliser toute la richesse qui est produite dans une année, dans un pays, si on voulait rembourser intégralement notre dette. D'accord? Bon. Et ça, comme ça permet d'avoir un ordre d'idée. Quand on dit ça vaut 3000 milliards d'euros, oui, mais qu'est-ce que ça représente 3000 milliards d'euros? On ne sait pas. Donc, on fait attention faut vraiment faire attention à la manière dont on présente les choses. L'autre point qui est extrêmement important, et ça, quand on parle de dette publique, je vous l'ai dit en introduction, on parle de la dette publique brute, c'est-à-dire uniquement de l'ensemble des passifs de l'État. Ce que l'État doit, ses dettes. On ne parle pas des actifs. Alors, là, je vous ai mis la dette publique sur les 20 dernières années. Je vous ai fait aussi un graphique qui est assez rigolo. On revient à la Révolution française. Alors, pourquoi est-ce qu'on revient à la Révolution française? Parce qu'avant la Révolution française, on n'était pas dans une dette publique. C'était la dette du roi. Et la dette de la nation, c'est la Révolution française où l'Assemblée nationale déclare que ça devient la dette de la nation. Alors, depuis la Révolution française, on a fait défaut une fois sur la dette. C'est ce qu'on appelle le défaut des 2 tiers, c'était en 1797.
depuis cette date, la France n'a jamais fait défaut sur sa dette. Alors, ce qui est intéressant, hein, c'est à quoi sert la dette publique pendant très longtemps. Eh bien, ça sert à financer les guerres, et après, ça sert à rembourser, à payer les dommages de guerre quand on perd la guerre. Ce qui est très intéressant, c'est ce qui se passe ici. Ça, c'est toute la période napoléonienne, et vous voyez que, en fait, sous Napoléon, la dette publique a baissé, alors qu'on était en guerre. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on pillait les pays, hein, qu'on allait prendre. Si vous regardez à la même époque la dette publique anglaise, les Anglais, les Britanniques qui se battaient contre les Français, hein, pour empêcher la France d'avoir la mainmise sur l'Europe, la dette publique anglaise, elle explose. Parce qu'eux, ils n'avaient personne à piller pour trouver de l'argent, il fallait qu'ils empruntent. Et après, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on a des indemnités à payer, ça c'est la défaite de 70, les indemnités. La Première Guerre mondiale, avec les indemnités, la grande récession en 1930, la Seconde Guerre mondiale, et vous voyez qu'au moment de la Seconde Guerre mondiale, hein, on sort de la guerre mondiale avec 240% de dette. C'est énorme. Alors vous voyez aussi qu'on est capable, hein, de rembourser extrêmement vite sa dette. Alors je n'aurai pas le temps de vous en parler, mais là qu'est-ce qu'on a fait? On a ruiné les épargnants français. Bon, mais c'est une manière comme une autre de rembourser la dette. Voilà. Mais ce qui est intéressant sur cette période-là, c'est depuis le début des années 80, eh bien, à nouveau on s'endette, sauf qu'on ne s'endette plus pour financer une guerre, on ne s'endette plus pour financer des dédommagements, hein, parce qu'on a perdu cette guerre. Maintenant, on s'endette pour financer l'État-providence. Et c'est ça qui est nouveau, et ce phénomène-là, on va le retrouver dans l'ensemble des pays industrialisés. Aujourd'hui, la dette publique sert à financer l'État-providence. Et là, on a un vrai problème. Voilà. Et donc, vous voyez, effectivement, ça augmente, hein, et à chaque fois qu'on a une crise, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On rajoute une couche. Alors, je vous ai aussi mis ici un graphique qui est intéressant. Alors, là, je vais de 1978 à 2023. Et ici, ce que vous avez, c'est la dette publique, mais par type d'administration. En France, on a 3 grands types d'administration. L'État, le gouvernement central, et sa dette publique, c'est en gris clair ici. Vous avez les administrations de sécurité sociale, qui sont en gris foncé et qui sont ici. Et au milieu, vous avez les administrations publiques locales, qui sont là, c'est-à-dire les régions et les communes. Bon, quand on regarde les choses, hein, si vous regardez les administrations publiques locales, eh bien vous voyez que le montant de la dette n'a pas augmenté. Il y a une règle d'or sur les administrations publiques locales, elles peuvent s'endetter, mais uniquement pour financer des investissements. Alors, du côté de la sécurité sociale, vous voyez qu'on arrive à peu près à tenir le niveau d'endettement. Et si la dette publique de la France augmente aujourd'hui, hein, c'est essentiellement la dette du gouvernement central. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose qu'on voit aussi très bien, hein, c'est à chaque fois qu'on a une crise, on a une dette qui augmente. Le problème qu'on a, c'est quand on sort de la crise, la dette ne diminue pas. Alors, on a 2 périodes où la dette a diminué. Cette période-là, on est sous le gouvernement Jospin. Alors, je ne dis pas c'est grâce à la gauche. Hein. Je dis juste, c'était sous le gouvernement Jospin et ça a été une période de croissance particulièrement forte. Et puis, il y a une deuxième période où la dette a diminué, c'est ici. Et là, on est sous le gouvernement Balladur. Et c'est là où on a vendu des actifs de l'État, dont les autoroutes, ce qui a permis de faire baisser la dette. Alors, maintenant, je vais vous parler les intérêts qu'on verse sur la dette publique. Alors, je vous ai mis une citation du gouverneur de la Banque de France, hein,
sur les seuls intérêts de la dette, je ne parle même pas de son remboursement, donc on parle de ce qu'on appelle les charges de la dette, nous allons dépenser plus que pour l'école. C'est une réalité. Et alors? Et alors, pourquoi je vous dis alors? Parce que le problème, c'est pas combien est-ce qu'on verse, la question c'est à qui on les verse. Si c'est pour reverser de l'argent aux Français, c'est pas grave. Je vous ai donné l'exemple du livret A. Les encours du livret A, c'est 582 milliards d'euros. Les intérêts qui sont versés sur le livret A, c'est 18 milliards d'euros. Ce sont des intérêts qui sont versés aux Français, et tout le monde est content que ces intérêts soient versés aux Français. Si c'était uniquement des Français qui détenaient la dette, quel serait le problème? Ils détiennent de la dette, ça veut dire que pour eux, c'est un patrimoine, et tous les ans, ils reçoivent un intérêt. Le problème, c'est qui détient cette dette publique? Alors, c'est là où ça devient intéressant. Ici, vous avez donc ces sources Banque de France, à chaque fois je vous mets la source. On parle de ce qu'on appelle la dette négociable de l'État, c'est 90% de la dette publique. Et alors, il y a ce qu'on appelle les résidents et les non-résidents. Vous voyez que les non-résidents aujourd'hui détiennent 54% de la dette publique. Le reste est détenu, alors en tant que particulier, on ne peut pas acheter directement aujourd'hui de la dette publique. On n'a pas le droit d'acheter des obligations d'État. Les banques, les compagnies d'assurance ont le droit de le faire, et après, qu'est-ce qu'elles font? Elles vous proposent des produits financiers, ce qu'on appelle des OPCVM, dans lesquels vous avez de la dette, des actions, des machins, des trucs, et vous avez un package que vous achetez. D'accord? Bon. Et ce qu'on voit, c'est que la dette publique, elle est détenue par les compagnies d'assurance françaises, par les établissements de crédit, par des OPCVM et par autres. Et ce qui est intéressant, c'est le autre. Et qui est le autre? Eh bien, c'est la Banque de France. Vous savez que depuis 2015, la Banque de France intervient massivement, je ne sais pas si vous le savez ou pas, mais en tout cas, je vous le dis, intervient massivement pour racheter de la dette publique. Ça fait partie de ce qu'on a appelé le quantitative easing. Je ne sais pas si ça vous parle ou pas. Pour faire simple, à partir de 2015, on s'est retrouvé dans une situation où on avait une inflation qui devenait de plus en plus faible. Alors, trop d'inflation, c'est pas bon. Si les prix augmentent trop vite, c'est pas bon. Mais ce qui est encore pire, c'est quand les prix diminuent. Ce qu'on appelle la déflation. À ne pas confondre avec la désinflation. La désinflation, c'est l'inflation diminue. On passe de 5% à 3%. On a une inflation qui diminue. En revanche, quand les prix se mettent à baisser, c'est ce qu'on appelle la déflation. Alors la déflation, c'est très très dangereux. Et pourquoi est-ce que c'est très dangereux? Parce que si demain, un produit va coûter moins cher qu'aujourd'hui, pourquoi je vais l'acheter aujourd'hui si j'en ai pas vraiment besoin? Je vais attendre demain qu'il coûte moins cher. Et vous voyez qu'on reporte ses achats, et à partir du moment où on reporte sa consommation, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'activité économique dans le pays ralentit, les entreprises mettent des gens au chômage, il y a plein de gens qui ont moins de pouvoir d'achat et donc qui arrêtent d'acheter. Et comme on achète moins, les prix baissent. Et ceux qui ont encore du pouvoir d'achat, ils vont attendre avant d'acheter parce que ça va encore baisser. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la déflation. Les Japonais sont tombés en déflation dans les années 1990 parce qu'il y a une bulle immobilière qui a explosé. Ils sont toujours dedans. Et la dette publique japonaise, c'est 250% du PIB. Nous, on est à 110%. Par les Japonais. Hein? Détenue par les Japonais. Détenue par les Japonais. Elle était de 20% au début de la déflation. C'est-à-dire que ça fait maintenant plus de 30 ans qu'ils s'endettent pour essayer de relancer la machine, ils n'y arrivent pas. Donc, quand la machine s'arrête à cause de la déflation, c'est très dangereux, c'est très compliqué de la remettre en route. Donc, on voulait empêcher ça. Et comment est-ce qu'on fait pour empêcher ça? Eh bien, tout simplement, il faut réinjecter de la monnaie, de l'argent dans l'économie. Et le moyen de faire ça, c'est la Banque centrale, ici la Banque de France,
va racheter de la dette publique de manière à mettre des liquidités dans l'économie. Alors, l'argent devient gratuit, et c'est le problème qu'on a eu, hein, c'est qu'on a eu de l'argent gratuit depuis 2015. Bon. Ça, c'est de manière à pouvoir relancer l'économie, mais l'argent gratuit, ça doit aussi faire de l'inflation. Et à l'époque, on voulait faire de l'inflation. Donc c'est un truc qui est dangereux, mais quand on a vraiment besoin de soigner quelque chose, hein, il faut y aller. D'accord ? Il y a quelques années, j'ai eu une rage terrible dedans, ils m'ont mis sous morphine. C'est génial. Bon, mais il faut éviter d'en prendre un peu trop. Voilà. Là, c'est pareil. Hein. C'est quelque chose qui... C'est très bon, mais à un moment donné, il faut arrêter. Donc on l'a beaucoup utilisé, hein. On l'a payé, puisqu'après, on a eu effectivement un pic d'inflation. Et donc on a été obligé de remonter les taux. Hein. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, la Banque de France détient une part non négligeable de la dette publique. Hein. 700 milliards d'euros sur les 3 000. Alors, je vous ai mis ici aussi une évolution, parce que c'est important, hein, entre 1999, on va dire 2000 et 2023, de la détention par les non-résidents de la dette publique. Et vous voyez que en 1999, les non-résidents détenaient moins de 30% de la dette publique française. Ça voulait dire que 70% de la dette publique française était détenue par les résidents. Et vous voyez que cette proportion n'a pas arrêté d'augmenter. Alors c'est bien dans un sens, parce que ça veut dire que les étrangers demandent de la dette publique française. Ça veut dire que notre dette, elle est attrayante. Mais le problème, hein, le revers de la médaille, c'est quand il y a des intérêts à verser, eh bien c'est eux qui les ont. Voilà. Bon, alors vous voyez qu'il y a eu un pic hein, en 2009 et que depuis, c'est plutôt en train de redescendre. Ouais. Si je peux revenir sur le quantitative easing, Oui. Ce n'était pas une politique décidée par la Banque de France, mais par la BCE. Tout à fait. Le quantitative easing hein, a été une politique décidée par la BCE, par le Conseil des gouverneurs de la BCE, et dans le Conseil des gouverneurs de la BCE, on trouve les gouverneurs de chacune des banques centrales des 17 pays qui forment la zone euro. Donc c'était une décision collective. Mais après, ce qui s'est fait, c'est que chaque banque centrale nationale a racheté sa propre dette. Alors, comme on parlait des intérêts de la dette, hein, je vous montre ici ce qu'on appelle la courbe des taux sur les titres d'État. Alors, je ne vais pas m'appesantir dessus. Alors, c'est écrit en tout petit. Hein. Ici, ce que vous avez, c'est... alors, que je ne dise pas de bêtises, c'est 2019, 2020, 2020 et où ? En 2020, 2019, 2021. Et après ici, vous avez 2022, 2023, 2024. Pour l'instant, on regarde ça. Vous voyez que 2019, 2020, 2021, on a des taux d'intérêt. Alors, ici, on a ce qu'on appelle la courbe des taux. Comment est-ce qu'on lit cette courbe? Là, ce sont les emprunts à 1 an, à 2 ans, à 3 ans, etc. Et vous avez les taux d'intérêt. Alors, on a quelque chose ici qui est très particulier. Vous voyez que quand la France empruntait à moins de 10 ans, on avait des taux d'intérêt nominaux qui étaient négatifs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la France empruntait 100 à des gens qui étaient d'accord pour qu'on leur rembourse que 99 dans 10 ans. Autrement dit, on s'enrichit en empruntant. Ça, c'est à la fois le résultat du quantitative easing, mais c'était aussi dû à la politique de la Banque Centrale Européenne qui avait mis des taux d'intérêt négatifs sur les dépôts des banques de second rang. Qu'est-ce que ça veut dire? Une banque commerciale, si elle ne prête pas de l'argent, et s'il lui reste de l'argent, où est-ce qu'elle le met son argent? Vous mettez l'argent à la banque, mais votre banque, où est-ce qu'elle met son argent? Ben là, votre banque, elle a une ligne de dépôt à la Banque Centrale.
en temps normal, la Banque centrale rémunère les banques qui gardent des crédits. Sauf que dans ces périodes-là, la Banque centrale voulait obliger les banques à financer l'économie, à prêter aux entreprises. Et comment est-ce qu'on fait pour obliger à prêter? Eh bien, on les pénalise s'ils gardent de l'argent. Et donc, ils avaient mis des taux d'intérêt négatifs sur les dépôts. Et du coup, vous voyez, ça a permis d'avoir des taux d'intérêt négatifs aussi, parce que les banques, plutôt que de payer, par exemple, 100 à la Banque centrale, elles préféraient payer que 80 en achetant de la dette publique. Et c'est pour ça qu'on a eu, sur les dettes de court terme, des taux d'intérêt qui étaient négatifs. Donc ça, c'est la période, j'allais dire, l'âge d'or de Lemaire, hein, c'est à chaque fois que je m'endette, je m'enrichis. Et on a eu une politique qui était la politique du, comment est-ce qu'on disait, à n'importe quel prix, comment est-ce qu'il disait au moment de la Covid? Voilà, quoi qu'il en coûte, hein, mais c'était pas grave, parce que quoi qu'il en coûte, ça coûtait rien. Bon, et vous voyez, hein, ce qui était assez extraordinaire, c'est on empruntait à 30 ans à 1%. Bon, et puis, il y a eu cette flambée de l'inflation, et du coup, pour lutter contre l'inflation, ben, on a été obligé d'augmenter les taux d'intérêt. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a des taux d'intérêt qui sont revenus sur quelque chose, j'allais dire, de beaucoup plus normal. Donc là, on est en 2022, et là, 2023 et 2024, où on a des taux d'intérêt qui tournent autour de 3-4%. Voilà, donc ça c'était pour vous faire un point sur qu'est-ce que c'est la dette et pourquoi est-ce qu'on paye des intérêts sur la dette et à qui on les paye. Maintenant, je vous ai dit, la dette publique, c'est l'ensemble des passifs de l'État. Mais l'État a aussi des actifs. Et on n'oublie pas une chose, c'est que les actifs de l'État, ça compte dans les recettes. C'est-à-dire qu'on a l'habitude de dire les recettes de l'État, ce sont les impôts. C'est une réalité. Mais, alors ici, ce sont... je vous ai tiré ce tableau qui est absolument horrible à lire hein, pour quelqu'un qui ne connaît pas ce genre de choses. Hein. C'est fait par l'INSEE. Je vous ai surligné ce qui est important. Ce qui est important, c'est ici. Ce sont les recettes de l'État. Et vous avez deux types de recettes. Les recettes de production et les revenus de la propriété. Les recettes de production, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'État est propriétaire d'un certain nombre d'actifs hein, qui rapportent de l'argent. Par exemple, l'État est propriétaire de Renault. Il y a des dividendes. Ce sont des recettes de production. D'accord? Et puis, l'État est aussi propriétaire d'un certain nombre de bâtiments qu'il peut louer à des particuliers ou à des entreprises. Et donc, on a des recettes hein, qui sont des revenus de la propriété. Alors, vous voyez que ce n'est pas totalement négligeable. Hein. Les administrations publiques centrales, 48 milliards de recettes de production, 11 milliards de recettes de revenus de la propriété. Et si on additionne le tout, hein, eh bien, on arrive quand même à 121 plus 18, hein, 122 plus 18, hein, donc on est à 140 milliards de revenus des actifs de l'État. Donc, on ne peut pas passer sous silence le fait que l'État a des actifs, parce que ça rapporte de l'argent. Ça, c'est une première chose. Et donc, vous voyez que quand on pose le problème de la dette publique, là, jusqu'à maintenant, on a posé un problème qui était la dette publique brute, c'est-à-dire je ne compte que les passifs. Mais il y a aussi le problème des actifs. Et quand on regarde le passif et l'actif, hein, on se pose un problème qui est le problème du patrimoine. Et vous voyez qu'on ne peut pas analyser les choses si on ne passe pas à la question du patrimoine de l'État. Alors, en passant à la question du patrimoine de l'État, on complique énormément les choses. Parce qu'en fait, là, on se retrouve dans une situation qu'on n'aime pas. Quand je dis on, excusez-moi, j'ai beaucoup travaillé à l'INSEE et avec l'INSEE, c'est qu'on ne sait plus compter les choses. C'est très facile de compter les dettes.
Si vous voulez savoir qu'est-ce que vous avez comme dette, hein, eh bien vous regardez votre situation bancaire, tous les crédits que vous avez à rembourser, et vous avez l'ensemble de vos dettes. Ça, c'est facile à compter. Maintenant, si vous voulez compter vos actifs, comment est-ce que vous faites? Si vous avez des actions, comment je fais pour connaître la valeur d'une action? Alors, si elle est cotée en bourse, ben, c'est facile. Il suffit de prendre la valeur de l'action. Mais je la prends quand, la valeur de l'action? Prenons l'exemple de l'action Tesla, au hasard. On a 50% de différence hein, sur 2 mois. Voilà. Donc, une action, le prix d'une action, ça baisse, hein, et ça augmente. Donc, l'État français a des actions de Renault. Mais elles valent combien, ces actions? Vous voyez que le prix de l'action, je vais prendre quoi? Un prix moyen dans l'année? Le prix en janvier? Le prix en décembre? En fonction du prix que je prends, je vais avoir des chiffres qui vont être très différents. Bon, et ça, c'est encore facile parce qu'on parle des actifs financiers. Mais si on parle des actifs non financiers, si je parle par exemple d'un patrimoine mobilier, je ne sais pas si vous êtes propriétaire ou pas de l'endroit où vous vivez, mais c'est très compliqué de savoir combien ça vaut exactement. On a une évaluation, mais tant qu'on ne l'a pas vendu, on ne sait pas exactement combien ça vaut. Et donc vous voyez que c'est très compliqué de calculer le patrimoine de l'État, parce que l'État est propriétaire d'un certain nombre de biens immobiliers, dont on ne connaît pas exactement la valeur. Alors, c'est ce qu'on appelle les actifs non financiers. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un actif non financier? Je vous ai mis la définition. Ce sont les actifs sur lesquels il est possible d'exercer des droits de propriété et dont la détention procure des avantages économiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on exclut tout ce qu'on appelle le patrimoine écologique. Le parc du Mercantour fait partie du patrimoine écologique. Donc ce n'est pas un patrimoine immobilier de l'État. L'État n'a pas le droit de le vendre. On exclut aussi tout ce qu'on appelle le domaine public naturel. Les rivages, hein, vous savez que l'État est propriétaire des 20 000 autour des côtes, etc. Tout ça, ce n'est pas dans le patrimoine immobilier de l'État. Alors, sont exclus aussi tout ce que la comptabilité nationale considère comme des consommations intermédiaires. Et ça regroupe notamment tous les biens à vocation strictement militaire. C'est-à-dire que quand vous comptez le patrimoine de l'État, tous les porte-avions, les avions de chasse, etc., on ne les compte pas. Parce que c'est quelque chose qui pourrait être détruit en cas de guerre. Donc ça fait partie des consommations intermédiaires. Et puis, après, on a d'autres problèmes. Comment est-ce qu'on va... On va prendre un exemple très simple, le Louvre. Comment est-ce que je fais, c'est quelque chose qui appartient à l'État, comment est-ce que je fais pour valoriser le Louvre? Alors, il y a le bâtiment. Et le bâtiment, c'est assez facile. Hein. On le rase et on considère le prix du mètre carré hein, du terrain nu. Et non, mais c'est comme ça que l'INSEE va valoriser hein, le Louvre. Après, il y a les questions, toutes les œuvres d'art qui sont dedans. Alors là, bon, il y a des choses qui sont simples. Hein. Si on prend des objets qui sont dans des matériaux qui sont précieux, eh bien, on regarde au poids. Le sarcophage en or, c'est tant de grammes d'or, donc ça vaut tant. La Joconde, je ne sais pas l'estimer. Non, je ne sais pas l'estimer, donc je regarde le prix de la matière première. Donc le prix de la peinture, donc la Joconde, elle ne vaut rien. En revanche, des tableaux qui sont cotés, je peux les estimer. Et quand je ne sais pas estimer, on n'estime pas. D'accord? Donc, on fait des calculs comme ça pour arriver au patrimoine de l'État. Et il y a un problème récurrent qui revient quand on parle du patrimoine de l'État, c'est des actifs, des passifs. Qu'est-ce qu'on fait? Des retraites. Les retraites, on ne les compte pas. Alors pourquoi est-ce que les retraites, on ne les compte pas? Alors ça, c'est une convention comptable. Quand vous allez voir votre banque et que vous allez présenter vos actifs, est-ce que vous pouvez compter votre retraite comme un actif? Ben non, puisque ce n'est pas une retraite qui est une retraite privée. Vous n'avez pas une retraite par capitalisation. Et donc,
votre retraite, vous ne pouvez pas la compter comme un actif. Et donc, si vous ne pouvez pas compter votre retraite comme un actif, l'État n'a pas à compter votre retraite comme un passif. C'est une convention comptable. Donc, quand on est dans une retraite par répartition, on compte les retraites ni d'un côté, ni de l'autre. Quand on a une retraite par capitalisation, à ce moment-là, vous avez un actif, et cet actif, il a été confié à une entreprise qui le valorise. Et on compte des deux côtés. Mais, alors, du coup, on ne parle jamais des retraites hein, dans les actifs ou dans le passif de l'État, ce serait plutôt dans le passif, hein, tout simplement pour des problèmes comptables. C'est pas qu'on veut évacuer les choses, hein. C'est si je ne peux pas les mettre en actif des ménages, je ne peux pas les mettre en passif de l'État. Donc ça, ce sont les règles pour déterminer le patrimoine de l'État. Et on pourrait se dire, voilà, une fois que j'ai mis toutes ces règles-là, je sais calculer le patrimoine de l'État, et effectivement, je sais le faire. Et tout à l'heure, on va regarder ce que ça donne. Mais il y a des choses qu'on n'est pas capable de compter. Et ce qu'on n'est pas capable de compter, c'est ce qu'on appelle les actifs intangibles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, actifs intangibles? Ce sont des actifs immatériels qui permettent de générer des revenus futurs. En France, les actifs intangibles les plus importants et qui concernent une partie de l'endettement public, ce sont des actifs intangibles qui concernent ce qu'on appelle le capital humain. Le capital humain, c'est votre capital à vous, en tant qu'être humain, votre éducation, votre santé. Et à chaque fois que l'État est obligé de s'endetter pour financer des universités, pour financer des écoles, pour financer de la santé, pour construire un hôpital, c'est un actif qui est un actif intangible, la santé. Et on ne le compte pas. Pourtant, il y a un passif. L'argent qu'on a emprunté pour financer un certain nombre de choses, eh bien, celui-là, on va le compter. Alors, il y a deux exemples assez importants d'actifs intangibles. En 2008, la stabilisation du système financier, le fait qu'on empêche les banques de faire faillite, ça a coûté énormément d'argent à l'État. Mais ça a permis d'éviter l'effondrement du système financier et ça a généré des revenus dans le futur. D'accord? Donc c'était un actif intangible qu'on n'a jamais compté. L'autre exemple important, le bouclier énergétique. On a tendance à oublier qu'on a mis en place en France un bouclier énergétique entre 2021 et 2023. Et mine de rien, c'est quand même quelque chose qui a coûté près de 30 milliards d'euros. Et ça a permis aussi de générer des actifs intangibles, puisque on n'a pas été obligé de se serrer énormément à la ceinture durant les hivers de 2021-2022, où dans d'autres pays, il y a vraiment eu des gens qui ont souffert parce que le prix de l'énergie a énormément augmenté. Alors, pour vous donner un exemple, les étudiants qui s'inscrivent à l'université en France, les étudiants nationaux payent 243 € de droits d'inscription. Le coût d'un étudiant, c'est en moyenne 11 500 €. C'est un actif intangible, c'est l'État qui a décidé de financer cet investissement. Alors, comment ça se passe dans les autres pays? Donc là, je vous ai pris l'exemple de la dette des étudiants américains, mais j'aurais pu prendre l'exemple de la santé. C'est exactement le même problème. Donc, comment est-ce qu'on fait pour évaluer le montant d'un actif intangible? Le plus simple, c'est de comparer ce qui se passe avec les autres pays dont les compétences de l'État sont différentes. C'est le problème du périmètre de l'État. En France, dans l'éducation, l'État paye à partir de la maternelle jusqu'à l'enseignement supérieur. En Allemagne, la maternelle, c'est les crèches et la maternelle, c'est privé. L'école publique commence qu'à partir de 6 ans. En Angleterre, aux États-Unis, la plupart des universités, l'enseignement supérieur, c'est payant. Et ça coûte cher. Là, je vous ai pris
le financement des études supérieures aux États-Unis. Aux États-Unis, la dette cumulée des étudiants américains, c'est 1700 milliards de dollars. C'est énorme. Et là, vous voyez qu'il y a un vrai risque, parce que certains ne pourront pas payer. Ça veut dire qu'il va y avoir des faillites. Et donc, il y a un risque d'avoir un système, une crise systémique, c'est-à-dire les faillites qui vont amener d'autres faillites. Actuellement, on considère qu'il y a plus de 43 millions d'Américains qui ont des prêts étudiants à rembourser. 43 millions sur une population de 300 millions d'habitants. C'est énorme. Et les étudiants entêtés remboursent leurs emprunts entre l'âge de 40 ans et 50 ans. Ça veut dire qu'on a des gens qui font des études et qui sortent du remboursement de leurs prêts étudiants entre 40 et 50 ans. C'est monstrueux. Et au niveau des sommes, un étudiant qui est diplômé d'une licence va en moyenne avoir un prêt à rembourser qui est de l'ordre de 27 000 euros. Et un étudiant qui sort d'un master, ça sera 67 000 euros. Et si vous allez jusqu'au doctorat, vous doublez. On est dans l'ordre de 120 000, 130 000 euros de dette. Barack Obama a fini de rembourser sa dette. Il a fait une thèse de droit à Harvard. Je crois que c'est 4 ans avant de devenir président. Voilà, comme les autres. Et pourtant, il était avocat. Mais voilà, il avait une dette à rembourser. Donc, vraiment, ce problème des actifs intangibles, c'est pas quelque chose qui est totalement, comment est-ce que je vais dire, anecdotique. C'est un vrai problème aux États-Unis. Biden avait voulu faire quelque chose, il n'a pas pu, voilà. Mais c'est un vrai problème aux États-Unis. Alors, je vous ai mis un graphique ici, je suis désolé, il est totalement illisible. Je vais vous envoyer le diaporama, et si vous voulez, vous pourrez regarder les choses. Je vous explique. En fait, là, ce que vous avez, c'est les dépenses sociales par pays. Alors, ce que vous avez, je vais prendre la souris. Est-ce qu'on voit? Non, on ne voit pas avec la souris. Il n'y a pas une baguette, quelque chose? Je vais en profiter pour voir. Merci beaucoup. Donc, ce que vous avez... donc, ce que vous avez en bleu foncé, ici, ce sont les dépenses publiques brutes. Publiques, c'est-à-dire payées par l'État, on parle des dépenses sociales. Et ce que vous avez en bleu clair, ce sont les dépenses publiques, pardon, ce sont les dépenses sociales privées. D'accord? Et le petit point, le losange orange que vous avez, c'est la somme des deux. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas tout à fait la somme des deux? Parce qu'ici, on a quelque chose qui est un effet fiscal. Il y a certaines choses qu'on peut défiscaliser, et c'est la raison pour laquelle il faut prendre en compte l'effet fiscal. Donc, quel est le pays qui a, en bleu foncé, le niveau des dépenses sociales publiques le plus élevé? C'est la France. Et quel est le pays qui a le niveau des dépenses sociales publiques, pardon, les dépenses sociales totales, publiques et privées, le plus élevé? C'est la France, on est ici. Ce qui est intéressant, c'est qui est deuxième. Celui qui est deuxième ici, vous voyez qu'au niveau des dépenses publiques sociales, il est très bas. En revanche, vous voyez qu'on a des dépenses privées sociales et notamment des dépenses de santé qui sont énormes. Et on parle de qui?
Mais on parle des États-Unis. Et vous voyez qu'en fin de compte, les États-Unis, en dépenses sociales, dépensent à peu près la même chose que nous. La seule différence, c'est qui paye. Le périmètre de l'État C'est une sacrée et, différence. accessoirement, qui bénéficie de ces dépenses. Parce que aux États-Unis, la santé coûte très cher et il y a énormément de gens qui n'y ont pas accès du tout, qui ne peuvent pas acheter des médicaments, qui ne peuvent pas se soigner. En France, on paye énormément, mais on a un système qui permet à peu près à tout le monde de se soigner. Je ne sais pas si vous avez vu au moment des Jeux Olympiques, hein, il y a eu un truc qui était assez intéressant, c'est le fait qu'on ait mis des cabinets de consultation gratuits dans le village olympique. Hein, et il y a des tas d'athlètes qui ont pu faire un certain nombre d'actes médicaux qu'ils n'avaient jamais pu faire dans leur vie. Parce que ça coûtait trop cher. Voilà. Donc, ce problème hein, des dépenses sociales qui porte sur le capital humain, c'est un problème qui est extrêmement important. Et c'est le problème du périmètre de l'État. Et ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à mesurer. Et malheureusement, c'est quelque chose qu'on va être obligé d'abandonner, ou au moins d'abandonner en partie. On en parlera si vous voulez tout à l'heure. Pourquoi? Dans le sens où on ne peut pas continuer comme ça, on dépense trop. On est d'accord là-dessus. Non. Non, on n'est pas d'accord. Bon, alors on n'est pas d'accord. Mais bon, il y a une réalité. Et donc, hein, ce problème, si vous voulez, des dépenses sociales, c'est le problème clé. Je termine sur deux choses. Encore un tableau totalement illisible. Ça, ici, vous avez le patrimoine de la nation. Alors, puisque maintenant, ce qu'on voit, hein, c'est on ne peut pas séparer les dépenses de l'État du reste. Hein, puisqu'on a bien vu que suivant les pays, il y a des dépenses qui sont prises en compte par l'État, il y a des dépenses qui sont prises en compte par les ménages. Il y a des dépenses qui sont prises en compte aussi par les entreprises. Aux États-Unis, qui est-ce qui finance la protection santé? Ben, ce sont les assurances professionnelles. Vous avez un métier, c'est votre entreprise qui vous paye vos dépenses médicales, vous perdez votre métier, vous n'avez plus d'assurance. D'accord? Donc, quand je m'intéresse à la position budgétaire d'un pays, je ne peux pas m'arrêter à la position budgétaire de l'État. Puisque le périmètre de l'État n'est pas le même dans tous les pays. Et donc, ce qui est intéressant, c'est non pas de se poser la question quel est le patrimoine de l'État, bien que cette question soit intéressante, mais la question essentielle, c'est quel est le patrimoine de la nation. Parce qu'on ne peut pas dire la France est en faillite en regardant uniquement la dette, hein, les passifs de l'État. Il faut regarder l'ensemble du patrimoine, et quand on parle de la France, ce n'est pas que l'État, ce sont aussi les entreprises, hein, ce sont aussi les ménages. Et là, quand on regarde les choses, alors les chiffres sont en tout petit ici, vous pourrez les regarder, je vous mettrai à disposition le diaporama, mais je termine par quelque chose, c'est provocateur, et c'est fait exprès que c'est provocateur, hein, puisque j'ai appelé ça le pactole du nouveau-né. Alors, pourquoi est-ce que j'ai appelé ça le pactole du nouveau-né? Parce que quand vous regardez des émissions de télévision, vous avez toujours le journaliste qui va vous expliquer que la situation est terrifiante, que un enfant qui naît aujourd'hui en France, il a presque 50 000 € de dette publique à rembourser. Et c'est une réalité. Ça, il n'y a rien à dire, c'est vrai. Et si un enfant pleure quand il naît, c'est parce qu'on lui a montré la facture. Voilà. 50 000 € à payer. Bon. Mais n'oublions pas, cet enfant, il naît où? Il naît dans une maternité. Et qui est-ce qui a financé la construction de cette maternité? C'est l'État. Souvent avec de la dette. Bon, il ne faut pas oublier ça. Première chose, et donc effectivement, hein, alors j'ai pris les comptes de 2022. Donc en 2022, un nouveau-né qui naît en France, hein, mais n'importe quel Français, a une dette publique de, alors à l'époque c'était 43 454 €. Et vous voyez, on est capable de calculer hein, à la virgule près. Bon, mais
Ce raisonnement suppose que les nouveau-nés vont laisser une dette publique nulle quand ils vont mourir, ce qui n'est pas du tout le cas. Le problème, c'est qu'on n'a pas à rembourser la dette. On a juste à la refinancer et à payer les intérêts. Mais bon, imaginons que ça soit une dette qu'il faille rembourser. D'accord. Dans ces cas-là, il ne faut pas oublier que, et c'est ici, le nouveau-né, il hérite d'un actif financier. L'État a des actifs financiers. L'État a des participations dans un certain nombre d'entreprises qui sont cotées en bourse. Ces actifs financiers, c'est 24 687 € par habitant. Et donc, vous voyez que la dette qu'a à payer le nouveau-né, c'est plus 43 450 €, c'est 18 767 €. Et là, je n'ai compté que les actifs financiers de l'État. C'est-à-dire que l'État se débarrasse de toutes les actions qu'elle possède. Bon, mais on peut aussi tout vendre. Et pourquoi est-ce qu'on ne liquiderait pas l'État? Allez, on liquide l'État, on vend tout. Tous les immeubles, tout. Elon Musk, on y va jusqu'au bout, on liquide tout. Si on liquide tout, qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, on passe aux actifs non financiers des administrations publiques, on arrive à 39 958 €. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le patrimoine de l'État, il est positif. Quand je fais les passifs, les actifs moins les passifs, j'arrive à un solde de 21 191 € par habitant. Donc à la question, est-ce que l'État est en faillite? Ben, la réponse est non, puisque j'ai un solde positif. Mais allons plus loin. Ce nouveau-né qui naît, il a des parents. Et le jour où il va mourir, ses parents vont mourir, il va hériter. Alors, en moyenne, il héritera à l'âge de 58 ans, et en moyenne, eh bien, il hérite d'un patrimoine de 217 610 €. Alors, c'est une moyenne. Le patrimoine des ménages, il est extrêmement hétérogène. Oui. Il y a des très très riches, il y a des très très pauvres, mais la moyenne, c'est 217 610 €. Et donc, si on fait les comptes, eh bien, un nouveau-né qui naît en France, il est potentiellement à la tête d'un patrimoine de 238 801 €. Et là, il ne pleure plus. Donc, la question qui se pose est très simple, c'est où faut-il naître? Et on s'est amusé à faire le calcul avec des collègues, et il vaut mieux naître en France qu'en Allemagne. Parce qu'en Allemagne, en fait, ce qui se passe, c'est que l'immobilier, il n'y a pas eu de bulle immobilière, donc l'immobilier est beaucoup moins cher qu'en France. Et donc le patrimoine des ménages allemands est beaucoup plus faible que celui des Français. Et en fait, quel est le pays dans lequel il faudrait naître? Alors, c'est pas la France qui a le patrimoine national le plus élevé, c'est la Norvège, à cause des richesses pétrolières de la mer du Nord. Voilà. Donc, le titre de la conférence était la France est-elle en faillite? Et je termine, voilà, non. Non, dans le sens où on a un patrimoine net par habitant qui est à 238 801 €. Alors, ça n'a pas de sens, parce que ça veut dire qu'on vend tout. Il n'y a pas de marché pour tout vendre. Mais ça donne quand même un ordre d'idée de ce qu'on a. D'accord? Donc, on n'est pas ruiné. Maintenant, il y a une réalité, c'est on dépense trop. Voilà. Mais on est encore loin d'être ruiné. Voilà. Je m'arrête là pour la présentation. Et je suis là pour des questions, si vous voulez qu'on débatte de certains points. Merci beaucoup. Non, mais je crois que la dernière phrase a été l'invitation à un débat et des questions. Oui, alors d'abord, je voudrais vous remercier pour le sens de la pédagogie parce que c'est complexe et vous avez rendu ça très clair. Vos étudiants ont de la chance.
Ensuite, je voulais vous demander, alors on dépense trop, après nous avoir démontré donc c'est pas un problème la dette. Vous avez même dit à un moment donné, la dette publique sert à financer l'État-providence, c'est un vrai problème. Donc je veux vous demander pourquoi. La question, pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi est-ce que... C'est un problème que la dette publique serve à financer l'État-providence? Oui. Pourquoi c'est un problème? Pourquoi Alors, c'est un problème? À partir du moment où on s'endette pour financer des dépenses courantes, c'est qu'on a un problème. Ça veut dire que structurellement, on n'est pas capable de couvrir l'ensemble de nos dépenses. Alors, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Je vous rappelle que l'État-providence a été construit après la Deuxième Guerre mondiale, les ordonnances de 1947, Général de Gaulle, gouvernement d'union nationale, à une époque très particulière, où on avait un parti communiste qui était extrêmement fort, où il y avait des revendications sociales qui étaient extrêmement fortes, etc. Et à une époque aussi où on avait des taux de croissance qui étaient très importants. On est dans une époque de rattrapage. Le taux de croissance d'une économie, il faut le voir comme la croissance d'un enfant. Quand on a quelque chose à rattraper, un enfant, au début, il va croître, et il va commencer à grandir très vite. Et puis à un moment, on va se mettre à stagner. Jusqu'aux années 75, on a eu des taux de croissance qui étaient de l'ordre de 5% par an. 5% de croissance, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la richesse double tous les 15 ans. Ça veut dire que vous faites des enfants et vous êtes sûr que vos enfants, dans 15 ans, ils seront 2 fois plus riches que vous. Donc, c'était une période où on avait les moyens de financer cette protection sociale parce qu'il y avait des données qui étaient complètement différentes de celles d'aujourd'hui. On avait une croissance importante, on n'avait pas de chômage et on avait beaucoup plus d'actifs que de retraités. Aujourd'hui, on est dans une situation qui est complètement différente. On n'a plus de croissance. Le chômage, on en a, même si on a réglé une partie du problème, on est très loin du chômage des années 50-60, où on avait quelques centaines de milliers de personnes au chômage. D'accord? Et surtout, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est le problème du ratio actif sur inactif. Dans les années 50-60, l'espérance de vie, elle était beaucoup plus faible. Les dépenses de santé, elles étaient beaucoup plus faibles à payer. D'accord? Et donc, dans les années 80, on a eu un problème, parce qu'on a eu un ralentissement de l'économie. Ça, c'est un premier problème. Et le deuxième problème qu'on a eu, et ça, je ne peux pas vous en parler parce que c'est un peu complexe, c'est qu'on a eu un partage des revenus qui est devenu complètement différent. C'est-à-dire qu'il y a une part très importante des richesses qui ont été captées par les 0,1% les plus riches. Voilà, c'est ça. Voilà. Et donc une augmentation des inégalités. Voilà. Et tous ces facteurs font que, à partir du moment où il y a très peu de gens qui captent la majorité de la richesse qui est produite, comment est-ce qu'on fait pour que les autres ne se révoltent pas? Il y a deux systèmes. Le système européen, on finance la protection sociale par endettement, c'est-à-dire qu'on fait croire aux gens qu'on peut continuer comme avant alors que ce n'est pas vrai. Ou le système américain, où on leur laisse l'accès au crédit. Et quand vous regardez ce qui se passe aux États-Unis, la dette des ménages américains a doublé en 30 ans. Et c'est uniquement une dette hypothécaire. C'est-à-dire que vous mettez en gage ce que vous achetez, et si jamais vous ne pouvez plus rembourser, on vous le reprend. Voilà. Mais voilà. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on dépense beaucoup plus. On a des dépenses qui sont beaucoup trop importantes par rapport aux recettes. Je me permets, est-ce qu'on ne peut pas agir sur les 0,1%? Oui, exactement. Alors, là, non mais, c'est une vraie question. Mais là, on est sur autre chose. Là, on est, si vous voulez, sur le problème des recettes et des dépenses, d'accord? Alors, le problème qu'on a aujourd'hui en France, du côté des recettes fiscales, c'est qu'on est champion du monde, vous savez, des prélèvements obligatoires. Et aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est le problème du consentement à payer les impôts. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de gens
qui, quand on fait des sondages, on se rend compte qu'on n'a plus ce consentement à payer l'impôt. Autrefois, on avait des citoyens contribuables. Aujourd'hui, on a des usagers qui payent des impôts et qui attendent un service par rapport aux impôts qu'ils payent. C'est-à-dire que je ne paye plus les impôts parce que je suis un citoyen pour contribuer au financement de la nation. Je paye des impôts pour avoir un hôpital et je veux que l'hôpital il soit à côté de chez moi et que je n'ai pas à attendre quand j'y vais. Voilà. Et si jamais ça ne se passe pas bien, j'en râle. Voilà. Donc on a complètement changé la mentalité. Alors, est-ce qu'on peut agir sur les 0,1% ? Il y a deux questions. Il y a la question politique et la question économique. La question politique, on n'a pas la majorité pour le faire. Et la question économique, c'est, oui, mais ils peuvent se partir. Voilà. Ceux qui s'en aillent. Hein? Voilà. Après, c'est... on peut agir sur les 0,1% à la condition que on puisse les traquer. Et en fait, si tout le monde mettait la même taxe sur les 0,1%, ça ne poserait pas de problème. Et ça, ce sont des propositions. Mais vu ce qui se passe actuellement dans certains pays, dont les États-Unis, c'est évident qu'on ne pourra jamais le faire. En tout cas, pas aujourd'hui. Mais là, on s'éloigne du problème. Le problème, c'est... non, c'est tout le problème. Aujourd'hui, il y a une dette. Voilà. Il y a d'autres questions. Je suis pas d'accord. C'est tout le problème. Merci. J'accompagne les remerciements de la dame, là, en disant que vous avez réussi à rendre à peu près intelligibles des graphiques épouvantables, et je vous en remercie. Alors, je voudrais revenir sur la formulation presque de base de votre exposé. L'État ne rembourse pas sa dette, il la refinance et il paye les intérêts. Mais la banqueroute d'un État, ça peut exister. Je pense par exemple à l'Argentine il y a 25 ans. Ou même en France, en 1789, les États généraux, c'est la banqueroute. Donc, à un moment, c'est plus seulement les intérêts qu'on paye. On rentre dans le dur, il faut rembourser aussi. Ça peut exister comme schéma. Même si on n'est pas dans ce cas-là en France aujourd'hui. Ça peut exister, ça. Oui, oui, ça peut exister. Ce que je vous dis, c'est l'État doit pouvoir refinancer sa dette. À partir du moment où on ne peut pas refinancer sa dette, à partir du moment où on ne trouve plus de personnes à qui on peut emprunter l'argent, à ce moment-là, effectivement, il y a banqueroute. D'accord? Mais tant qu'on peut refinancer la dette... Qu'est-ce qui s'est passé en Argentine il y a 25 ans? Ce qui s'est passé... Alors, on n'est pas du tout dans le même cas. Ce qu'il faut comprendre, c'est un État qui a besoin de s'endetter, soit il est attractif, soit il n'est pas attractif. D'accord? Il y a un certain nombre d'États qui sont, quand on regarde la manière dont est segmenté le marché financier international de la dette publique, on a trois stades. On a des pays, ça se compte sur les doigts de main, on va dire, qui sont capables d'emprunter dans leur propre monnaie, sous leur propre loi. On va voir les pays de la zone euro, parce qu'on est sous le bouclier allemand, il ne faut pas se leurrer. On va avoir les États-Unis, le Canada, le Japon, l'Australie, la Suisse, etc. Donc il y a les grands pays industrialisés sont capables d'emprunter sur des marchés financiers internationaux dans leur propre monnaie. Nous, quand on s'endette en euros et sous notre propre législation. Et ça, c'est très important. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si jamais il y a un litige, qui est-ce qui va juger le litige? Eh bien, ce seront les tribunaux français. Et cette question, elle a été très importante en 2017, au moment de la campagne présidentielle. Parce que le Rassemblement national, à l'époque ça s'appelait encore le Front National, à l'époque je crois que ça s'appelait encore le Front National, prévoyait la sortie de l'euro. Mais sortir de l'euro, ça veut dire revenir au franc, alors qu'on s'est endetté en euros. Et donc comment est-ce qu'on fait pour rembourser? Et Marine Le Pen disait, mais on remboursera en francs. Et si le franc se dévalue par rapport à l'euro, c'est pas grave. Mais à ce moment-là, les gens à qui on a emprunté de l'argent pourraient se plaindre. Oui, mais ils vont se plaindre devant des tribunaux français. Et l'idée, son idée à elle, c'est les juges français
soutiendront la nation et nous donnerons raison. D'accord? Maintenant, si vous n'êtes pas un pays attractif, il y a un deuxième niveau. Vous pouvez vous endetter sur les marchés financiers internationaux, mais dans une autre monnaie que votre propre monnaie, et sous une autre juridiction que votre propre juridiction. C'était le cas de l'Argentine. L'Argentine s'était endettée en dollars sous juridiction américaine. D'accord? Et il y a un certain nombre de pays, c'est le troisième niveau, qui ne peuvent pas s'endetter sur les marchés financiers internationaux et eux vont s'endetter auprès d'organismes spécialisés de type Fonds monétaire international. Ce sont essentiellement les pays dits en développement. Pour revenir sur le cas de l'Argentine, l'Argentine s'est retrouvée dans une situation où effectivement elle avait des problèmes extrêmement importants parce qu'elle n'arrivait même pas à payer ses intérêts. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On cherche à restructurer la dette. C'est-à-dire qu'il y a une discussion entre les créanciers, avec aussi des organismes comme le Fonds monétaire international, de manière à restructurer les choses, de la même façon qu'un particulier qui n'arrive pas à rembourser, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut allonger son crédit, etc., pour arranger la situation. Et dans le cas de l'Argentine, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une intervention de fonds qu'on appelle des fonds vautours, qui sont des fonds spéculatifs très particuliers qui ont racheté de la dette publique argentine. Cette dette, elle ne valait plus rien. Ils l'ont rachetée à un prix dérisoire. Et après, quand il y a eu un accord, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, nous, on dénonce cet accord. Et on veut être remboursé du montant qu'il y a marqué sur les papiers qu'on a achetés. Le truc qu'on a acheté $1 prévoit qu'on rembourse $1000. Donc on veut nos $1000. Ils ont été devant les tribunaux américains, c'est remonté jusqu'à la Cour suprême. La Cour suprême a dit, ils ont le droit de demander. L'Argentine a été obligée de payer. Les fonds vautours ont fait une plus-value de 2000%. Voilà. Mais bon, donc, l'Argentine, c'est un cas particulier, mais effectivement, on peut faire faillite. C'est tout à fait possible. Je ne dis pas tous les jours, il y a des États qui font faillite. Mais oui, il y a des États qui peuvent faire faillite. La Grèce a fait faillite. Ouais. Alors, la faillite Grèce, c'est très compliqué, donc on ne va pas rentrer dedans. Mais pour revenir à votre truc, tant qu'un État est solvable, tant qu'il peut refinancer sa dette, il n'a pas à la rembourser. Donc c'est une question de confiance vis-à-vis des emprunteurs. Et là-dessus, on n'a aucun problème. Quand l'État émet de la dette publique, on a à peu près, même à 50 ans, on a plus de gens qui veulent en acheter que de titres qui sont émis. Donc on n'a pas ce problème-là. Moi j'aurais deux questions. Tout d'abord, la dette publique en France n'a pas toujours été financée par les marchés. Non. Voilà. Et c'était peut-être mieux qu'elle ne le soit pas. Et deuxième question, il me semble que dans l'histoire, il y a des dettes qui ont été annulées, notamment celle de la Russie en 1917, où les gens qui détenaient justement des emprunts russes, ils sont restés comme en carafe, quoi. Alors, on rentre dans des choses compliquées. On va essayer. Alors, je vais revenir en arrière. Et on va essayer d'être simple. Alors, on va commencer par la fin. Les dettes qui sont annulées. Alors, en 1917, la dette n'a pas été annulée. C'est tout simplement la révolution russe a considéré que la dette du tsar n'était pas la dette de la nation. Et donc ils ont dit on ne paye pas. D'accord? À la différence de la Révolution française, à la Révolution française, les États généraux ont considéré que la dette du roi était la dette de la nation. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Ils ont fait ça, tout simplement, ils ont fait un calcul en disant, si jamais on répudie la dette, si jamais on dit c'était la dette du roi, la nation ne reconnaît pas cette dette, on ne la paye pas. Qu'est-ce qui se passe? Ben, les créanciers qui ont prêté de l'argent au roi, est-ce qu'ils vont prêter de l'argent au nouvel État, à la République française?
Maintenant, ils se sont fait avoir une fois, ils ne vont pas payer. Donc, si on veut garder ces créanciers, on a intérêt à essayer de les payer. D'accord? C'est le calcul qu'avait fait l'Assemblée nationale. Mais ils avaient raison de faire ce calcul dans ce sens où ils reprenaient la dette du roi, mais ils confisquaient les biens de la noblesse et du clergé. Donc il y avait des actifs. Et ils s'étaient dit, ben d'accord, hein, on reprend un passif, la dette du roi, mais on leur pique tout. Les châteaux, les églises, etc. Et on va revendre tout ça, et ça couvrira largement les frais. Le problème, c'est que quand on a un actif, surtout un actif immobilier, ben, il faut pouvoir le vendre. Et c'est là où ils se sont fait avoir, j'allais dire. C'est qu'ils n'ont pas réussi à vendre cet actif. D'accord? Et donc, on a fait faillite, effectivement, en 1797, hein, tout simplement, parce que on avait un patrimoine, mais qu'il n'y avait personne qui voulait acheter les châteaux, des nobles, etc. Donc, à ce moment-là, on se retrouve dans une situation de défaut. Bon. Mais on est dans un défaut qui est un défaut involontaire. Ça, ce sont des situations qui arrivent. Après, il y a d'autres situations qui peuvent arriver, hein, qui est à un moment donné, on peut répudier une dette, parce qu'on peut considérer que cette dette est illégitime. Ce qu'on appelle la problématique de la dette odieuse. Par exemple, quand vous avez un dictateur qui s'est endetté pour acheter du matériel militaire avec lequel il a opprimé sa population, au moment où il est renversé, est-ce que le pays a remboursé la dette du dictateur? Bon, on appelle ça la dette odieuse, hein, et on considère qu'on n'a pas à payer. Alors quand je dis on considère, c'est compliqué, hein, parce que on n'a pas d'instance internationale qui décide qui doit rembourser quoi. Si une entreprise fait faillite en France, c'est facile, hein, tribunaux de commerce, on sait exactement le truc. Quand un État décide de ne pas payer sa dette, il n'y a pas d'instance internationale pour régler le problème. Voilà, c'est les créanciers décident de manière individuelle, est-ce qu'on fait cadeau ou pas, est-ce qu'on va les poursuivre, etc. Bon, ça c'est la première question. Oh, ça c'était la dernière. Pardon, c'était la dernière. Je reviens, excusez-moi, sur alors la première, qui est, on n'a pas toujours financé par les marchés financiers internationaux. Oui. Si on revient ici, ça c'est un truc que j'aime beaucoup, le début. Hein. Première Guerre mondiale, comment est-ce qu'on faisait pour financer la dette publique? La dette publique, elle était vendue dans les bureaux de tabac. Et vous achetiez des timbres de dette. Et vous pouviez acheter pour 1 euro, alors à l'époque ce n'était pas des euros, hein, mais vous pouviez acheter pour l'équivalent d'1 euro, 5 euros, 10 euros de dette publique. Et c'est comme ça qu'on allait financer la dette, d'accord? Mais c'était aussi un effort de guerre, etc. Donc pendant très longtemps, on a eu un financement qui était un financement qui passait par les particuliers, mais qui passait directement par les particuliers. D'accord? Après, sur ces périodes-là, c'est-à-dire, quand je dis ces périodes-là, c'est essentiellement entre les années 40 et les années 80, on a eu quelque chose qui était très particulier, qu'on appelait le financement du trésor, où on avait le trésor public qui finançait directement l'État, à travers alors un système, je ne peux pas vous l'expliquer parce que c'est très complexe, mais on avait le trésor public qui arrivait à récupérer de l'argent et qui finançait l'État. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le montant qu'on avait en financé était faible. Imaginez que vous avez besoin de 2000 euros. Vous pouvez financer vos 2000 euros directement par un découvert auprès de votre banque. Quand on passe à une dette publique qui est de 100% du PIB, là, ce n'est pas possible de demander un découvert. Quand vous avez besoin de 50 ou 60 000 euros, c'est plus un découvert que vous demandez, c'est un crédit. D'accord? Donc on est obligé de passer à autre chose. Et dans ces années-là, hein, c'était le financement par le Trésor. On arrivait à s'en sortir. À un moment donné, on a eu besoin de plus d'argent. Et à un moment donné, à la fin des années 70, début des années 80, il y avait des grands commis de l'État qui allaient voir les monarchies pétrolières pour essayer de trouver des emprunts, etc. Bon, et puis, en fin de compte, avec Bérégovoy, ça a été, on va normaliser les choses et on va passer par les marchés financiers internationaux en émettant des titres, hein, qui sont les titres qu'on connaît aujourd'hui, qui sont des titres normalisés, qu'on vend sur les marchés financiers internationaux, mais à la fin,
ce sont les particuliers qui détiennent via des produits financiers cette dette publique. La seule différence, c'est qu'on ne l'achète plus directement. Mais effectivement, la question à se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on ne revient pas à quelque chose qui est directement financé par les Français et vendu directement aux gens? C'est une question qui est tout à fait légitime. Mais d'abord, on va commencer par les compliments. J'ai beaucoup apprécié votre conférence. J'ai appris un tas de choses et c'était exprimé très clairement. Alors, je vais me permettre simplement deux remarques. 1797, la faillite de l'État parce qu'il n'arrivait pas à vendre les biens nationaux. Je pense que c'est pas tout à fait exact. Les biens nationaux, qui n'étaient pas seulement des châteaux, mais essentiellement des terres ou des maisons de rapport, ben, ils les ont vendus facilement. Au contraire, on se battait pour les... Mais le problème, il n'y a qu'à lire Balzac pour s'en rendre compte. Le problème, c'est que le gouvernement, enfin les gouvernements successifs se sont plantés, ont bradé carrément cette richesse. D'abord par les... c'était remboursable, c'était payable en assignat, qui est une monnaie papier, qui a été mal maîtrisée et qui a été victime d'une inflation formidable. Ce qui fait que les assignats qui restent de nos jours, ça fait l'affaire des collectionneurs, ils valent plus cher que ce qu'ils valaient à l'époque au moment de leur émission. Parce que ça servait à chauffer les maisons. Alors, deuxièmement aussi, c'est les techniques de vente. On a fait des gros lots que seuls les grands spéculateurs étaient capables de racheter, ce qui fait qu'ils s'entendaient entre eux. Et ils ont cassé les enchères et les gouvernements successifs se sont retrouvés avec des immenses propriétés qui étaient obligés de vendre à 10% de leur prix réel. Alors donc à ce niveau-là, il y a un petit correctif. En 17, c'est un peu pareil. Le gouvernement bolchevique a décidé d'honorer les créances, mais à une condition, c'est qu'on restructure la dette, et ce sont les puissances européennes, les vainqueurs, qui ont refusé, la France en particulier, qui possédait d'énormes stocks d'actions russes qui ont servi à tapisser les champs, mais là aussi, les bolcheviks étaient prêts à rembourser à condition qu'on en discute. Là, donc, je pense, une petite différence par rapport à ce que vous dites. Alors, je voudrais revenir à la dette sociale, puisque l'État-providence, donc vous nous dites, est non pas en faillite, mais en difficulté. L'État-providence, c'est la Sécu. La Sécu, c'est 672 milliards d'euros de recettes. Et sur ces 672, alors malheureusement, ces 672 milliards ne réussissent pas à combler les dépenses. Le problème, c'est qu'il y a quand même, quand on fait un budget, d'un côté les dépenses, de l'autre côté les recettes, on fait en sorte de garder un parallélisme entre les deux. Or, on s'aperçoit que depuis des années, des lustres, les dépenses continuent d'augmenter, mais les recettes, elles diminuent parfois volontairement à cause de tout un tas d'exemptions. Par exemple, les recettes sociales qui devraient être cotisations d'entreprise, etc., elles sont amputées de 85 milliards d'euros, c'est-à-dire environ 15% de ce qui devrait entrer et qui manque. Là-dessus, alors ces 85 milliards, ce sont les chiffres officiels, si vous voulez. Hein. Je ne pense pas ne rien inventer. Là-dessus, le PLFS, le plan de financement de loi de finances de la Sécu, estime que c'est juste qu'effectivement, il manque du pognon. Donc, on va essayer d'en récupérer une partie, à peu près 1,1 milliard. Alors, on reconnaît qu'il y a un manque à gagner, que ce manque à gagner est énorme, mais qu'on n'en récupère qu'une toute petite partie. Moi, je pense que peut-être que sur les 85 milliards d'exemptions, il y en a qui sont absolument légitimes, c'est à discuter, mais justement, il n'y a aucune discussion possible, parce que là-dessus, c'est un blackout complet. Hein, on refuse de rentrer dans le détail de ces allègements de cotisation. Alors, là aussi, il y a aussi un abus de langage. Ce que nous appelons cotisation, ce qui est en fait, que ce soit d'autre part ou de la part des entreprises, une forme de salaire à la fois différé et socialisé, on compte ça comme des charges, comme si c'était jeté à l'eau, etc. Ben, je suis désolé, la maladie, c'est pas un choix. Hein, c'est pas comme une Ferrari. J'aimerais bien acheter des Ferrari, j'aime pas être malade.
Hein. Donc on ne va pas comparer les choses. Enfin, tout ça pour en revenir là-dessus, il y a quand même, je pense, une meilleure gestion, plus saine et plus juste à avoir pour équilibrer recettes et dépenses. C'est valable aussi pour l'impôt en général, je pense, l'impôt sur le revenu. Avant de répondre, l'autre question, c'est possible? Oui, oui. Ça sera peut-être un peu plus simple. Ouais. Je me posais une question sur donc, le financement de l'État-providence par la dette. Alors je me dis, si je suis au chômage aujourd'hui, je coûte de l'argent à l'État. Mais si demain je me fais embaucher par une association qui aide les personnes en situation de handicap, mon salaire sera aussi payé par l'État, finalement par le département. En fait, je ne fais pas baisser la dette, non? On allait en travailler ou... Ouais, je sais pas. Bon, ben voilà, bon courage. Alors, je ne suis pas historien, donc c'est tout à fait possible que j'ai fait des raccourcis, donc je m'excuse. Bon, je pense que bon, le problème d'assignat, c'est une partie des assignats étaient aussi assis sur des... on a émis des titres papier dont la valeur était assise sur des biens immobiliers, hein, et l'avantage avec des titres papier, c'est qu'on peut en émettre autant qu'on veut. Ouais. Et ça a été un des problèmes qu'on a eu avec les assignats, mais bon, peu importe. De la même façon, là, vous avez sûrement raison, je n'ai pas été regardé, sur la dette de 1917, j'ai fait un raccourci en disant ils n'ont pas payé. Bon, peut-être que effectivement ils ont proposé de payer sous condition, bref. Alors, l'autre question que vous posez, oui, pardon. Je ne sais pas quoi vous répondre. Je ne sais pas quoi vous répondre parce que je ne suis pas ministre de l'économie, d'accord. Là, on tombe dans un autre problème qui est le problème du budget de l'État, des recettes et des dépenses. Ce n'était pas l'objet de mon propos. L'objet de mon propos, c'est, voilà, on parle de quelque chose, on parle de la faillite de quelque chose en mettant en avant uniquement le passif. Mon propos, c'est, attention, il y a des actifs qu'on peut mesurer, il y a des actifs intangibles qui sont extrêmement importants. Et en fin de compte, quand on regarde le patrimoine de la France, on est loin de la faillite. Après, il y a une réalité. On n'a pas été capable en France de présenter un budget à l'équilibre depuis 1973. Ça fait 52 ans. Donc, toute cette dette qui augmente depuis là, ça, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le cumul de tous les déficits qu'on a eu depuis cette date-là. Et ça, c'est une réalité qui est comptable. Après, la question, si vous voulez, est-ce qu'il y a à un moment donné des abus? Ma réponse est oui, il y a des abus. Ça, c'est évident. Il y a des abus de tous les côtés. Et il y a effectivement, à mon avis, beaucoup plus d'abus du côté des recettes, des cotisations sociales, plutôt que du côté des gens qui trichent pour aller essayer de prendre un petit peu d'argent. Ça, c'est une réalité aussi, je pense, qui est mesurable. Ce n'est pas le truc dont je suis spécialiste. Voilà. Donc, j'aurais du mal à vous répondre sur ce point-là, parce que je ne suis pas un spécialiste. Moi, tout ce que je peux faire, si vous voulez, c'est... j'ai apporté les chiffres, alors ce n'est pas les chiffres d'aujourd'hui, mais ça n'a pas beaucoup changé. C'est vous montrer les grands postes de dépenses publiques, pour vous montrer, voilà, où est-ce qu'on dépense l'argent. Et après, la question, elle est très simple. C'est soit on accepte collectivement de payer plus, mais malheureusement, je ne pense pas qu'on accepte collectivement de payer plus. Je pense qu'au contraire, il y a une espèce de ras-le-bol. On l'a vu notamment avec les gilets jaunes. Voilà, le consentement à payer l'impôt, il n'existe plus. Au moins, on arrive au bout. Et donc, je ne vois pas d'autre solution que de dire à un moment donné, ben, il va falloir réfléchir à dépenser moins. Ou à dépenser autrement. D'autant plus si on pose aujourd'hui le problème de la défense nationale. Voilà. Mais peut-être que je me trompe. Alors maintenant, pour répondre à votre question, oui, si vous êtes chômeur, vous recevez effectivement des allocations de la part de l'État.
Et de la même façon, si vous avez un emploi qui est un emploi subventionné, hein, l'État va effectivement mettre la main à la poche. Alors la différence, c'est que en ayant un emploi subventionné, vous allez payer quand même des cotisations sociales. Voilà. Et vous allez avoir une utilité sociale que vous n'avez pas si jamais vous êtes chômeur en recevant uniquement des allocations. On n'entend rien. Hein. Qu'est-ce qu'elle dit? Alors oui, en chômage, on paye quand même des cotisations, mais vous en payez beaucoup moins par rapport à quelqu'un qui travaille. Moi j'ai une question, c'est pour réduire la dette, il faudrait relancer la production économique de notre pays. Si vous prenez le département, on a délocalisé plein d'entreprises. Et vous promenez l'aérospatiale de l'avocat, il y a 300 personnes qui s'en vont et ils fabriquent des satellites. Il faut savoir aussi qu'il faut arrêter cette délocalisation. Par exemple, vous n'êtes peut-être pas au courant, mais en Chine, on fabrique des Airbus. Il y a 2 usines. Donc, mais bon, ils envoient, je le sais bien parce que je connais un ingénieur qui travaille en Chine, ils envoient des pièces pour les Airbus en France. Il y a tout cela, et en même temps, dans notre département, je dirais, au niveau du pays, il est prévu 2000 suppressions d'emplois dans le bâtiment. Alors il y a plusieurs raisons. C'est pas seulement qu'il manque des possibilités de construction, mais les chefs d'entreprise, et c'est la même question pour l'hôtellerie, ne peuvent pas loger leurs salariés. Parce que si on crée des emplois, ils payent des cotisations sociales et on désendette. Et aujourd'hui, de plus en plus, parce qu'on tourne autour de 5 millions et quelques de chômeurs, je ne parle pas de ceux qui touchent des indemnités, parce qu'on en a radié des millions. Donc il y a une réalité économique, et je crois qu'il faudrait que l'on se penche dessus, parce qu'on ne peut plus continuer. On a vu le fameux problème de Alstom. Macron a vendu ça aux Américains, on faisait des cœurs de centrales nucléaires, les Américains ils ont pris le bon, et ils nous ont revendu ce qui n'était pas rentable. Donc il y a aussi toute une politique d'industrialisation de la France, d'autant plus qu'on a un niveau technologique très élevé. Moi-même, j'étais présent au lancement de la fusée Vega au mois de septembre. Mais là, pareil, les ingénieurs ils se plaignaient parce qu'ils étaient moins aidés par l'État. Et j'ai appris qu'Ariane Espace était privatisé à 86%. Et là, pareil, j'ai un neveu qui travaille à la base spatiale, qui est ingénieur. Il y a des ingénieurs, on supprime des emplois. Donc ça nous pose quand même des problèmes sur la capacité de notre pays, qu'on est capable de faire, mais on ne fait pas. Et juste une question comme ça, si demain il y a le BRICS qui se développe, on voit comment ça risque de se passer. Parce que là, il y a une situation où on n'a pas de réponse. Alors, sur la question du départ, hein, qui est la question comment est-ce qu'on rembourse la dette, c'est pas quelque chose dont on peut parler en 2 minutes. Il y a plein de possibilités, il y a plein d'expériences qui ont été menées, qui ont été réussies ou ratées. Si vous me réinvitez, on recommence hein, et on parle, mais sérieusement, hein, pendant 1 heure des expériences de remboursement de la dette, hein, de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire, etc. Mais comme ça, en 2 minutes, c'est pas possible. Je suis désolé de vous frustrer sur cette réponse-là. Sur l'autre problème que vous posez, alors, le problème dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on est dans ce qu'on appelle une fragmentation du processus de production. Quand vous prenez n'importe quel produit que vous achetez et que vous le décomposez, en vous posant la question, ce truc-là, où est-ce qu'il a été produit? Aujourd'hui, on est dans ce qu'on appelle la fragmentation du processus de production, c'est-à-dire que vous n'avez pas un produit qui est fabriqué à un endroit. Vous avez un petit bout qui est fabriqué là, parce que c'est là que ça coûte le moins cher de fabriquer. Vous avez un autre bout qui a été fabriqué là. Souvent, le produit, il a été pensé et conçu dans un pays industriel,
Après, il est fabriqué dans un pays où la main-d'œuvre est très peu chère. C'est pour ça que la Chine, c'est l'atelier du monde. Et puis après, il faut l'assembler. Alors pourquoi est-ce qu'on n'assemble pas des voitures en Chine pour les envoyer en Europe? On les envoie comment en Europe? En bateau? Et le problème, c'est si la mer est mauvaise, la voiture, elle risque d'arriver en mauvais état. Donc, en pièces détachées, c'est beaucoup plus facile. Et puis après, on va les assembler. Et où est-ce qu'on les assemble? Pas en France. Sauf si c'est de haut de gamme. On va les assembler dans des pays de l'Union européenne, proches de l'Union européenne, où la main-d'œuvre est moins chère, mais plutôt bien formée. La Turquie, ou alors un certain nombre de pays de l'Est. D'accord? Mais voilà, ça c'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et c'est une réalité. Et aujourd'hui, il y avait un travail qui a été fait par des collègues qui disaient qu'il y avait 40% des emplois non qualifiés qui avaient été perdus en France. C'est pas forcément une mauvaise chose qu'on ait principalement aujourd'hui des emplois qualifiés. Mais ça veut dire aussi qu'il y a une réalité. Ça veut dire qu'on va délocaliser un certain nombre d'activités parce que ça coûte moins cher de le faire ailleurs. Alors soit on accepte cette réalité, soit on se bat contre cette réalité. Mais c'est un choix. Alors, jusqu'à novembre de l'année dernière, on vivait dans un monde qui était un monde mondialisé où on acceptait les règles du commerce international. Depuis le mois de novembre et encore plus depuis le mois de janvier, on est dans un nouveau monde dont on ne comprend pas encore les règles, où visiblement les règles ont changé. Donc c'est fort possible qu'on revienne en arrière et qu'on soit obligé de relocaliser un certain nombre de choses, ou tout du moins de mettre à l'écart un pays, parce qu'il ne joue pas les règles du jeu des autres. Mais ça, pour l'instant, on ne sait pas ce qui va se passer. Voilà. Mais par rapport à votre problème qui était de dire, de prendre des exemples ponctuels en disant là ça va pas, là ça va pas, voilà, c'est la manière dont ça fonctionne aujourd'hui. C'est comme ça. C'est tout simplement, on va produire là où ça coûte le moins cher. Alors moi, je reviens au fonctionnement justement, de manière plus large. Vous avez parlé des gilets jaunes et du consentement de la population face à l'impôt, en disant que les gens consentaient de moins en moins à payer des impôts. En réalité, ne pensez-vous pas plutôt que c'est l'inégalité devant les impôts? Parce que quand on a quand même en France, petit pays, un homme qui arrive souvent en tête de la plus grosse fortune mondiale, quand vous voyez que les plus riches, grâce aux conseillers financiers, etc., parviennent à payer moins d'impôts qu'une partie de la classe moyenne, bon, et c'est à se demander si on n'est pas proche de 1789, où en fait les gens en ont assez que ce soit les moins riches qui payent, alors que les plus riches ne paient presque rien. On peut aussi s'emparer et nationaliser des entreprises. Très bien, bravo. Alors, encore une fois, alors, on rentre dans autre chose, qui est un sujet qui est aussi extrêmement complexe, où il faut faire attention. Il faut faire attention à ce qu'on dit et au faire. Pour moi, il y a deux batailles. Il y a la bataille des idées. La bataille des idées, on l'a perdue. Et il y a la bataille des faits. Et avec ce qui se passe actuellement aux États-Unis, les vérités alternatives, il faut rester sur la bataille des faits, mais celle-là, il faut être sérieux. D'accord? Donc, on fait attention sur les choses qu'on dit. C'est-à-dire que dire que les riches ne payent pas d'impôts, ce n'est pas vrai. Ah bon? Non. Alors, les riches, non mais il y a des chiffres. Hein. Il y a des chiffres qui sont donnés par Bercy, qui sont vérifiés, etc. Et là-dessus, il y a une transparence. Pareil, si vous m'invitez, je vous ennuie là pendant des heures
à vous montrer les choses hein, qui existent. Hein. Ils payent des impôts, mais proportionnellement à ce qu'ils gagnent. C'est ce que je disais. Non, non, c'est pas la même chose. Ah. Ils payent énormément, mais proportionnellement à ce qu'ils gagnent, leur taux d'imposition est beaucoup plus faible. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose que ce que vous avez dit en disant qu'ils ne payaient pas d'impôts. D'accord ? Le taux d'imposition des plus riches, effectivement, on a en France, hein, quand on rentre dans les très riches, c'est-à-dire qu'on n'est pas là, alors pour faire simple, hein, 30 millions de foyers fiscaux, quand on parle des 1% les plus riches, on parle des... donc 1% de 30 millions, ça fait quoi ça ? 300 000. Ça fait 300 000, hein, les 300 000 Français les plus riches, ménages les plus riches. Hein, c'est les 0,1. Pardon ? C'est les 0,1, c'est-à-dire 30 000. Voilà. Plutôt. Et en fait, même les 0,1, ils sont à peu près bons. C'est les 0,01, c'est les 3 000, c'est là où on a un taux d'imposition qui devient dégressif. D'accord ? C'est-à-dire que les 0,1 et les 0,01, plus on va aller dans la richesse, plus le taux d'imposition, c'est-à-dire le montant des impôts sur le revenu, va baisser. D'accord ? Donc, ça, c'est une première chose. Après, la deuxième chose, qui est le problème du consentement à payer les impôts. On le mesure, ça. On le mesure à travers des enquêtes. Et alors, le résultat des enquêtes, il est très déroutant au départ. Hein. Qui consent le plus à payer des impôts? Les riches. Oui. Et qui consent le moins à payer les impôts? Les pauvres qui habitent dans les zones rurales. Alors, on va commencer par les pauvres. Les pauvres qui habitent dans les zones rurales, pourquoi est-ce qu'ils ne consentent pas à payer les impôts? Parce qu'ils raisonnent en termes d'usagers. Ils disent on paye des impôts pour des services auxquels on ne peut pas accéder parce qu'ils sont beaucoup trop loin. Avant d'aller à l'hôpital, je suis obligé de prendre ma voiture et de faire 50 km. Pourquoi est-ce que je vais payer pour ça? D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on a dans les zones rurales, chez les pauvres, un consentement à payer les impôts qui est extrêmement faible. Alors du côté des riches, c'est extrêmement bizarre. Ils payent des impôts, mais ils sont contents de payer des impôts parce qu'ils arrivent à dialoguer avec l'administration fiscale et à éviter un certain nombre d'impôts à payer. Je vais vous parler de moi. Vous coupez là. Non, mais il y a des niches fiscales. Je vais vous donner un truc, hein. Si vous avez des enfants et si vous avez un bien immobilier, vous pouvez le léguer de votre enfant, de votre vivant, hein, en faisant ce qu'on appelle une... Non, mais c'est pas le fait de faire une donation, c'est le fait de faire un démembrement. Vous faites un démembrement, c'est-à-dire que vous gardez la jouissance du lieu où vous habitez, mais votre enfant en est propriétaire. Et alors l'intérêt, c'est, suivant l'âge à laquelle vous le faites, hein, si vous le faites à l'âge de 50 ans, 50% de la valeur du bien sort du montant de ce que vous avez à payer. D'accord ? Si vous le faites à 60 ans, c'est 40%, etc. Voilà. Et donc, on a des niches fiscales quand on a du patrimoine qui permettent de dialoguer avec l'administration fiscale, de trouver des trucs qui permettent de payer un petit peu moins, voire beaucoup moins. Voilà. Et c'est pour ça que du côté des gens plus aisés, il y a un consentement à payer les impôts, parce qu'on arrive à avoir un dialogue, et ça c'est une chose. Et puis la deuxième chose, c'est parce que souvent ce sont des gens qui vivent dans des zones rurales et qui ont un accès beaucoup plus facile à un certain nombre de services de l'État. Ouais. Mais il y a quand même, je me suis laissé dire en lisant hein, quand même, qu'il y a 80 milliards à 100 milliards par an de fraude fiscale. Ce ne sont pas les pauvres, je pense. Non, c'est pas ça? Je dis une bêtise? Franchement, je ne sais pas. C'est pas de la fraude fiscale proprement dit. C'est des paradis fiscaux. Je suis pas un spécialiste de ce domaine-là, donc je ne veux pas... Voilà, je ne veux pas rentrer dans ce débat-là. En revanche, il y a une réalité hein, qui est... On est aujourd'hui dans un monde dans lequel les inégalités augmentent et
je vous l'ai dit, hein, ça se voit là. C'est-à-dire que cette idée que une part de plus en plus importante du revenu national est captée par une proportion de plus en plus faible de la population, ça c'est une réalité. D'accord? Et pour faire croire à la population qu'elle pouvait continuer à vivre tout en gagnant moins, ben, il y a cette possibilité de financer une partie de la protection sociale par endettement, ce qu'on fait. Voilà. Et aux États-Unis, ça se fait à travers un endettement privé. Bonsoir. Je vais revenir sur le sujet de la dette. Si j'ai bien compris ce que vous avez dit, la dette privée, elle est à risque, puisque les gens qui ne remboursent pas, ça a un impact sur l'économie, c'est ça? Ça peut avoir un impact systémique. Okay. C'est-à-dire que si vous m'empruntez de l'argent et que vous ne me remboursez pas, vous me mettez en difficulté. En me mettant en difficulté, je peux mettre quelqu'un d'autre en difficulté, et avec un truc de domino, tout le monde tombe. Alors que la dette publique, elle n'est pas à risque, puisque précisément, on n'a pas besoin de la rembourser. Alors, c'est pas qu'elle n'est pas à risque, c'est que je peux probabiliser le risque de défaut. Parce que j'ai qu'un seul acteur. D'accord. Donc, elle est moins risquée. Ok, mais l'État n'a pas besoin de la rembourser, c'est ça? Si j'ai bien compris le postulat de départ. Alors, le postulat de départ, c'est tant qu'il peut refinancer, il n'a pas besoin de rembourser. D'accord. Et du coup, une question qui me vient de ça, c'est pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, l'État n'emprunte pas à la place des particuliers? Pourquoi est-ce qu'on ne délègue pas à l'État certaines dépenses qui sont un petit peu obligatoires? Par exemple, si on prend l'exemple que vous avez donné sur les étudiants, on voit qu'en France, c'est l'État qui paye le parcours des étudiants, etc. Alors qu'aux États-Unis, ça se fait sur un financement privé. Donc quand les gens ne peuvent pas rembourser, c'est à risque, si j'ai bien compris. Alors qu'en France, finalement, c'est l'État qui prend la charge des étudiants et c'est une dépense qui est obligatoire parce qu'on est obligé de former des étudiants. Et donc c'est plus, c'est plus efficace de la financer sur la dette publique que sur la dette privée. Alors, dans votre question, il y a deux problèmes. Il y a un problème qui est un problème politique. Le problème politique, c'est est-ce qu'on considère qu'on a à mutualiser un certain nombre de dépenses qui sont des dépenses sociales, la santé, l'éducation, où tout le monde paye et c'est l'État qui s'en occupe, ou est-ce qu'on privatise? D'accord? Ça, c'est un choix qui est un choix politique. Et ça se règle dans les urnes à partir de programmes que propose tel ou tel parti politique. Après, il y a une deuxième question, qui est la question, est-ce que de l'efficacité? Est-ce que le système public est plus efficace ou moins efficace que le système privé? Cette question, elle est complexe. Et ça dépend. Les Anglais ont privatisé leur chemin de fer. Je ne sais pas si vous avez pris le train en Angleterre, c'est l'horreur. Voilà. Il n'y a pas un train qui arrive à l'heure. Bon. Et ils renationalisent aujourd'hui. Voilà. Donc, les choses sont compliquées. C'est-à-dire que partir du principe que forcément le privé fait mieux que le public, c'est une erreur. Mais penser l'inverse, que forcément l'État fera mieux que le privé, je pense que c'est aussi une erreur. Alors après, je ne cherche pas une loi générale, mais par exemple, vous avez montré sur la santé, par exemple. Et on voit bien que les dépenses des Américains sont les mêmes, c'est ça que les dépenses des Français. En moyenne, par habitant, ils dépensent un tout petit peu plus en santé, des Américains. Et pourtant, en France, tout le monde est soigné de manière assez correcte. Donc ça semble quand même plus efficace. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on pourrait dire que le système français est plus efficace finalement. Sur les dépenses de santé, il vaut mieux, si notre but c'est de soigner un maximum de gens le mieux possible, il vaut mieux rendre ça public que de rendre ça privé. Alors, encore une fois, c'est un choix politique. Parce que ce que vous dira un Américain, c'est si j'ai les moyens de payer, je suis beaucoup mieux soigné qu'un Français. Parce que je n'ai pas à attendre 3 mois avant d'avoir un accès à un spécialiste à Nice. Si vous avez besoin d'avoir un rendez-vous chez un endocrinologue
alors que vous n'êtes pas suivi, en moyenne sur le département, c'est 1 an d'attente. Ok. Aux États-Unis, si vous avez les moyens de payer, en 24 heures, vous avez le rendez-vous. La différence, c'est que c'est plusieurs centaines de dollars la consultation. D'accord. Mais... Voilà, donc c'est... ça dépend, si vous voulez. Si vous avez les moyens de payer, un système privé est beaucoup plus efficace dans le sens où vous y accédez directement. Et du coup, ma question, c'était finalement, est-ce qu'il ne vaut pas mieux financer les dépenses qui sont obligatoires, par exemple les dépenses de santé, tôt ou tard on va tous devoir se soigner, je ne sais pas, les dépenses d'éducation, tôt ou tard on va tous devoir former des étudiants, que ce soit des ingénieurs ou des médecins. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux financer ces dépenses sur de la dette publique qui est moins à risque que de les financer sur de la dette privée? Est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'on étende ce genre de dépenses là alors à d'autres... c'est ce que j'ai l'impression de pouvoir déduire de votre analyse sur le fait que la dette publique est moins risquée que la dette privée. Non, alors, encore une fois, on est sur un choix qui est un choix politique. D'accord? Et est-ce qu'on est individualiste? Est-ce qu'on considère que c'est les gens qui prennent les décisions qui payent? Et on va prendre un exemple simple, le problème de l'éducation. Le problème de l'éducation et le problème qu'on a aujourd'hui dans l'enseignement supérieur, et je le connais bien, c'est qu'on a un certain nombre d'étudiants qui sont là parce que c'est gratuit, parce qu'ils ont eu de la lumière et parce qu'ils sont rentrés. Un étudiant aux États-Unis qui va payer 30, 40 ou 50 000 dollars de frais d'inscription, il a une autre motivation. Alors, tout ça c'est compliqué, parce que ça veut dire qu'il faut aussi mettre en place des systèmes de bourse de manière à permettre à ceux qui ne peuvent pas accéder, d'accéder. Mais ça veut dire aussi qu'il y a une forme d'inégalité, parce que celui qui a les moyens de payer, il pourra aussi accéder. D'accord? Donc un pauvre aura besoin d'être bon pour rentrer à l'université, un riche aura juste besoin d'être riche pour rentrer à l'université. Ce n'est pas juste. D'accord? Mais est-ce que la situation est meilleure quand vous laissez tout le monde rentrer et qu'il y a un certain nombre de gens qui, à l'université en première année, on a plus de 60% d'échecs. Donc on peut aussi considérer qu'il y a une forme de gaspillage. Voilà, donc la situation est compliquée. Je n'ai pas de réponse à vous donner. Voilà, il y a des chiffres, il y a des choses, on réfléchit, mais après, encore une fois, ce sont des choix qui sont des choix politiques. Bon, je crois qu'on peut remercier Thomas Jaubert parce que non seulement l'exposé était clair, mais il a suscité par ses interventions un débat qui était très intéressant. Je vous remercie et puis je vous donne la date de notre prochaine rencontre. Ce n'est pas du tout le même sujet, quoique. C'est le 27 mars, Patriarcat, viol et violences sexistes avec Georges Vigarello, un historien des comportements sociaux, et avec une rencontre avec le planning familial des Alpes-Maritimes. Voilà, je vous remercie et à bientôt.